Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette présentation. Donc, je m'appelle Gwendal Méance, je suis chef de projet hydrogène à l'ADEME et je travaille notamment sur le guichet écosystème territoriaux H2. Et donc aujourd'hui, je vous propose de dresser un premier bilan, d'évoquer des points de retour d'expérience et de vous présenter les perspectives sur, sur cet appel à projet. Donc peut-être pour commencer par le bilan, donc, cet appel à projet écosystème a été déployé sous deux formes. Donc une première forme qui était l'appel à projet écosystème de mobilité donc sur 2019, donc avec deux clôtures janvier et octobre. Puis ensuite, on est passé aux écosystèmes territoriaux en incluant des usages industriels et des usages stationnaires, avec cette fois-ci trois clôtures sur 2020 et 2021. Et donc on peut observer qu'on a eu un grand succès en termes de dossiers déposés sur cet appel à projet. Pour vous expliquer rapidement, hein, ce guichet a pour but de financer des projets globaux d'écosystèmes, c'est-à-dire de la production d'hydrogène jusqu'aux usages, en passant par les équipements de distribution, bien sûr. Et donc là-dessus, le parcours des dossiers, le parcours des projets qui viennent pour obtenir des aides sur leur projet est assez classique, hein. Ça passe par un dépôt de dossier suite à des échanges avec nos collègues en direction régionale. Ensuite, il y a une phase d'évaluation à la suite de laquelle une présélection de projets est faite sur la base des critères d'évaluation et de classement des différents projets qu'on aura pu recevoir. Une fois cette phase de présélection atteinte, on passe en instruction. Donc c'est à partir de ce moment-là où on reprend contact avec les porteurs pour échanger et affiner avec eux leur dossier, préciser certains éléments, aller creuser un petit peu les justifications de l'usage d'hydrogène et s'assurer de l'implication de tous les partenaires sur les dossiers. Et donc ensuite, on peut passer à la contractualisation de ces dossiers. Et enfin, on passe en phase suivie. Donc sur les projets qu'on finance à l'ADEME, l'intérêt pour nous, c'est aussi de récupérer beaucoup de données sur ces projets. Et donc tout projet financé dans le cadre de ce guichet de déploiement va avoir une convention qui va durer assez longtemps, à minima 5 ans, dont 2 ans en fait, dont au minimum 2 ans d'exploitation, qui permettent, via des rapports, via des échanges avec les porteurs, de récupérer un maximum d'informations pour dimensionner au mieux les prochains appels à projets, pour identifier les points de faiblesse de la filière et puis pouvoir conseiller les ministères sur la suite des politiques publiques à déployer sur le sujet hydrogène. D'un point de vue cartographie, donc aujourd'hui, sans forcément chercher à le faire, mais on a réussi à couvrir une grande partie de la France métropolitaine. On a aussi quelques projets qu'on a pu voir en Outre-mer, donc en Guyane, à La Réunion et en Guadeloupe. Et sinon, on voit une forte densité de projets en Île-de-France, notamment dû à la forte activité économique et au nombre d'acteurs très variés qui y sont présents. Si on prend quelques chiffres, donc au global, ça représente, on va dire, 35 écosystèmes. Donc 35 écosystèmes qui associent production, distribution et usage. Ça correspond à 46 projets financés. On a moins d'écosystèmes que de projets, puisqu'on peut le voir sur la carte, sur des projets comme ceux à Auxerre ou à Dijon ou à Belfort, il y a eu plusieurs projets sur un même écosystème. Et en termes de contrats d'aide signés avec l'ADEME, c'est 138 contrats d'aide signés. Donc on est à peu près à 3 partenaires par projet. Et donc c'est ça aussi la particularité de ce guichet, c'est qu'on a souvent des projets multipartenaires avec des consortiums qui peuvent associer des collectivités, des énergéticiens, des transporteurs privés, etc. Donc c'est ça qui illustre le déploiement des écosystèmes en France. En termes de montant d'aide et de coûts, sur l'ensemble des projets, donc sur les 5 relèves que je vais vous présenter auparavant, les coûts d'investissement portés par les porteurs de projets représentent 1,2 milliard d'euros pour une aide qui est de 320 millions d'euros. Une aide ADEME qui a pu être versée dans le cadre de budget ADEME ou plan de relance et bientôt France 2030. On remarque qu'on a une répartition quand même assez équilibrée entre les différents types d'acteurs, donc que ce soit les collectivités, les grandes entreprises ou les PME. Et donc voilà, ça illustre la variété des interlocuteurs qui s'investissent dans ce genre de projet. Si on prend quelques indicateurs un peu plus techniques,
Donc on est aujourd'hui sur ce qui est financé, hein. Pas encore déployé, mais sur ce qui est financé, on est à plus de 80 MW d'électrolyse pour 94 stations et plus de 3300 véhicules. Donc sur la répartition côté électrolyse, on a encore beaucoup de projets qui sont inférieurs à 1 MW. Ça correspond principalement à des projets de renforcement d'écosystème ou alors à des projets qui issus du premier guichet, écosystème de mobilité hydrogène, puisque le seuil a été relevé à 1 MW sur le second. Et dans ce second appel à projet, on a vu apparaître de nombreux dossiers qui pouvaient aller jusqu'à 5 MW d'électrolyse, alimentant divers usages. Sur les véhicules, donc on est à 3300 véhicules, plus de 830 véhicules lourds, et on peut observer une forte tendance à la mobilité bus, donc avec la moitié des véhicules lourds qui correspondent à des bus 12 mètres, donc des bus non articulés. On a aussi un grand nombre de bennes à ordures ménagères. Et sur ces deux types de véhicules, ça traduit la forte implication des collectivités pour décarboner une partie des mobilités dont elles ont la responsabilité. On observe aussi les camions qui sont arrivés plus récemment sur le guichet, mais qui représentent quand même un nombre assez important. Le bus 18 mètres, même schéma. Et enfin, on a aussi des autocars, donc c'est un peu plus récent. Et j'ai vu que la région Aura présentait un peu plus tard dans l'après-midi ces projets, donc vous aurez l'occasion de voir en plus de détails sur ces autocars. Sur les véhicules légers, donc on est à un peu plus de 2400 véhicules légers, donc c'est principalement du véhicule utilitaire léger, donc supérieur à 2,5 tonnes, donc c'est plus du master en termes de taille de véhicule. Et sur ces véhicules, donc, on a toujours une vigilance à la pertinence de l'usage hydrogène par rapport à l'électrique batterie. Et c'est quelque chose qu'on garde en tête sur chaque projet, s'assurer que l'usage de l'hydrogène reste pertinent et que d'un point de vue environnemental, on privilégie la solution la plus intéressante selon les conditions d'exploitation. Toutes ces données sont disponibles dans le livret qu'on a publié pour Evolution. Vous pouvez le retrouver au stand ADEME 6C32, donc qui se retrouve un peu plus loin que le stand Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à passer pour récupérer un exemplaire si vous le souhaitez. Ensuite, pour faire un petit retour d'expérience sur ces appels à projets, je vais vous présenter quelques grandes tendances. Donc aujourd'hui, on observe de plus en plus de véhicules rétrofités qui sont demandés en subvention. Encore plus sur la dernière clôture de septembre 2021. Donc j'ai cité les autocars tout à l'heure. On observe aussi ça sur les camions, avec des acteurs locaux comme Eneo par exemple, ou GCK, etc., qui peuvent proposer des offres maintenant. Et c'est quelque chose qui est forcément peut permettre d'avoir des véhicules hydrogène à un coût réduit et faciliter aussi le déploiement de la mobilité hydrogène. Sur les camions, il y a une autre tendance qui se dessine aussi. Auparavant, sur les premiers écosystèmes déployés, on était beaucoup sur des collectivités qui déployaient pour des bus ou des bennes à ordures et bennes à ordures ménagères. Et ensuite, on avait quelques acteurs privés qui venaient se raccrocher au projet, mais avec des consommations d'hydrogène minoritaires sur du VUL ou sur du transport lourd. Et aujourd'hui, là, sur dernière relève, on a vu des écosystèmes dédiés au transport de marchandises qui émergent. Donc 100% de l'usage, c'est du transport de marchandises. Et donc c'est assez intéressant de voir ces acteurs-là s'investir, à la fois les chargeurs et les transporteurs. Donc c'est une tendance qui pourra perdurer sur les prochaines années. Ensuite, concernant les sociétés de projet qui portent les infrastructures de production et de distribution, on observe une diversification des investisseurs dans la société de projet. Donc des acteurs comme la Caisse des dépôts qui vont pouvoir investir en propre dans les sociétés de projet, ou des collectivités partenaires du projet via des véhicules qui veulent s'investir un peu plus dans le projet vont aussi investir en direct dans la société. Et des acteurs plus classiques du financement ou de l'investissement comme Demeter, qui a investi sur le projet de Belfort, il me semble, ou Adem Investissement. Et donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue développement de la filière, parce que ça permet aux énergéticiens qui habituellement financent les infrastructures de pouvoir faire plus de projets avec un même montant en euros, puisqu'ils sont accompagnés sur les différents projets auxquels ils participent.
Sinon, concernant le prix de l'hydrogène, donc je vais vous donner quelques éléments, mais ça reste à prendre avec des pincettes, dans le sens où les prix qui sont affichés dans les dossiers sont affichés 2-3 ans avant la mise en service des projets. Et en général, les contrats d'électricité sont signés quelques mois avant la mise en service des projets, donc c'est très prospectif. Et l'effet guerre en Ukraine a pas mal impacté les projets sur les prix de l'hydrogène. Donc globalement, on peut retenir une grosse fourchette 10-14 euros par kilo d'H2 sur les projets écosystèmes de mobilité, donc les premiers projets qui ont été financés. Et on évolue plus sur une tendance 8-11 euros par kilo d'H2 sur les projets issus de l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Sur cet appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, on avait ouvert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux usages industriels et aux usages stationnaires. Donc aujourd'hui, on a finalement eu assez peu d'usages en industrie. Donc aucun projet dédié à l'industrie, plutôt des projets dédiés à la mobilité avec un industriel minoritaire qui vient consommer une partie de l'hydrogène, mais sur des quantités assez limitées. Et donc principalement du transport passager de marchandises, et les 8% sur le stationnaire correspondent globalement à des projets en Corse sur du raccordement à quai de navires, ou alors en Outre-mer pour des alimentations stationnaires sur des sites isolés du réseau. Et là-dessus, donc, ce qui s'est passé sur les projets industriels, il y en a quelques-uns qu'on a pu présélectionner, donc évaluer favorablement et prendre en instruction. Et on a observé des difficultés pour le client industriel final à s'engager en fait, dans une convention, le liant à l'ADEME et à l'énergéticien sur une utilisation d'hydrogène. Et c'est ça qui a posé problème sur la plupart des dossiers qui nous ont été soumis. Donc on espère potentiellement en voir plus à l'avenir sur cette thématique, comme ça a été présenté juste avant. Il y a des gros enjeux aussi sur la décarbonation de l'industrie. Et donc c'est quelque chose à ne pas laisser de côté. Ensuite, quelques enseignements, donc, je vais prendre chronologiquement selon la vie des projets. Donc, sur la partie évaluation présélection qui nous occupe après que le dossier a été déposé. Donc, c'est très souvent la problématique de sécurisation des usages qui pose souci. C'est-à-dire qu'on va avoir en général un énergéticien qui porte un projet, qui a essayé de s'associer à différents usagers, mais ce n'est pas toujours satisfaisant. Le niveau de maturité des usagers et leur capacité à s'engager dans le projet. Donc c'est un point qui élimine de nombreux dossiers, étant donné qu'on exige que 50% de la capacité de production soit sécurisée par des usages identifiés, précis et justifiés pour l'hydrogène. Ensuite, sur la partie évaluation, malgré tout, on observe quand même une amélioration de la qualité des dossiers par rapport à la quantité budgétaire disponible. Et donc globalement, ça se traduit par une sélection plus forte. Et donc des bons dossiers aujourd'hui ont plus de difficultés à être sélectionnés, étant donné la forte demande de la part de la filière sur ce type de financement. Donc là-dessus, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut préparer au mieux les candidatures avec les différents partenaires, c'est-à-dire essayer d'associer tout le consortium dans la préparation du dossier pour impliquer au mieux les usagers notamment. Et à ce sujet, donc, côté ADEME, on propose des aides aux études donc d'opportunités et de faisabilité pour pouvoir déployer des écosystèmes hydrogène sur le territoire. Donc c'est des aides qui peuvent aller jusqu'à 70% des coûts de l'étude, selon les tailles de structure et selon le type d'aide, le type d'études que vous envisagez. Mais voilà, c'est des aides qui ont un cahier des charges assez précis et qui peuvent permettre ensuite de consulter des bureaux d'études assez facilement sur cette base et qui permettent de construire un dossier solide pour pouvoir ensuite candidater aux appels à projets. Sur la partie mise en œuvre des premiers écosystèmes, donc sur les tout premiers projets qui sortaient, c'était assez nouveau pour les acteurs, à la fois pour les énergéticiens, pour les porteurs des infrastructures, mais aussi pour les usagers. Et donc on avait mis en place des conventions de mandat pour pouvoir assurer des financements conséquents sur certains projets. Globalement, on donne mandat à un énergéticien de tant de millions d'euros bloqués pour des usages qui ensuite seront affectés au cours du déploiement de l'écosystème pour permettre de bloquer des subventions pour qu'ensuite les énergéticiens puissent assurer des clients par ailleurs.
Mais c'est voilà, ce dispositif qui a été initié au début, finalement provoque de retard du déploiement sur les écosystèmes et peut aussi menacer les business plans de certains projets avec des usages qui n'arrivent pas parce que les porteurs des mandats n'arrivent pas à engager des collectivités ou des acteurs privés sur ces usages. On a aussi quelques avenants qui sont en cours sur différents projets ou qui ont déjà été réalisés. Les principaux sujets d'avenant, c'est souvent pour décaler les échéances dues aux commandes, etc. On a aussi quelques avenants sur des types de véhicules. Les offres envisagées au dépôt finalement ne sont pas disponibles à temps. Et donc pour que le projet puisse quand même se faire, il y a des possibilités de réajuster les offres. Et sinon, il y a des évolutions de projets aussi, donc soit du décalage temporel, ou certains projets, il y a eu des évolutions conséquentes sur la forme du projet, le nombre de stations, centralisées vs décentralisées, ce genre de choses. Et donc sur ces différents points, on insiste sur la nécessité d'identifier précisément les futurs bénéficiaires pour s'assurer dès le départ du projet de partir sur de bons rails et donc ainsi pouvoir ensuite avoir un déroulé plus simple et plus facile, et notamment sur l'offre véhicule qui se développe petit à petit et qui ne peut pas forcément répondre à tous les besoins des acteurs privés ou des collectivités. Et dernier point concernant les commandes d'équipement, comme je vous l'ai dit, on a observé de nombreux retards sur les commandes d'équipement qui peuvent décaler les projets de 6 mois, 1 an, voire 18 mois dans certains cas. On a observé aussi quelques difficultés techniques sur les phases d'exploitation, donc difficultés liées à l'exploitation ou production d'hydrogène, ou alors sur les véhicules qui pouvaient présenter des anomalies ou qui nécessitaient de repasser chez le constructeur pour une révision avant d'être utilisés pleinement en exploitation. Donc là-dessus, les conseils, c'est de prendre des précautions au niveau contractuel, donc à la fois sur les commandes d'équipement pour s'assurer que s'il y a des retards, ça pénalise au minimum le projet, mais aussi sur la fourniture de l'hydrogène. Donc voilà, aujourd'hui, les acteurs qui proposent de la fourniture d'hydrogène débutent entre guillemets sur des tailles d'écosystème de 1 ou 2 MW. Ils ne sont pas encore forcément en régime nominal, et donc il faut pouvoir s'assurer au mieux de leur capacité soit à fournir de l'H2 à tout prix, soit du moins à pouvoir fournir de l'H2 qui correspondent aux exigences renouvelables ou bas carbone. Et donc enfin, pour poursuivre sur cette dernière slide, je voulais vous évoquer rapidement quelques perspectives sur cet appel à projet écosystèmes territoriaux. Donc on envisage une relance. Donc actuellement, il y a une consultation qui est faite par le SGPI, Secrétariat général pour l'investissement, qui a commencé la semaine dernière et qui se terminera mi-février. Donc les différents grands organismes sont consultés, tels que France Hydrogène, la FNCCR, la PFA, etc. Donc c'est une consultation qui est en cours, qui a pour but d'améliorer le cahier des charges, ou du moins les objectifs par rapport à ce qu'on avait envisagé côté ADEME dans un premier temps. Donc l'ouverture du cahier des charges, l'ouverture de l'appel à projet est prévue en mars, avec une unique clôture en septembre 2023. Et cet appel à projet va être relancé dans le cadre de la révision aussi du cadre juridique européen. Donc c'est un cadre qui encadre les aides que peuvent verser les États à des entreprises, à des collectivités, etc. Donc le premier texte a été revu en janvier 2022, et le second, qui s'appelle le RGEC, sur lequel on s'appuie, est en cours de révision et prend du retard. Donc on a pris la décision de relancer l'appel à projet sans avoir la version finale du texte, ce qui représente une prise de risque côté État, et ce qui pourra se traduire par des légères modifications dans le cahier des charges une fois qu'il sera publié selon la dernière version et la version à utiliser de ce RGEC. Je voulais rapidement vous parler de la principale évolution qui concernera tous les porteurs de projets sur ce cahier des charges. Le cadre juridique européen évoluant, la façon aussi de distribuer des aides d'État évolue aussi. Donc la principale évolution, c'est donc que les projets seront mis en concurrence sur la base d'une performance environnementale. Donc c'est-à-dire que les projets passent la phase d'éligibilité. S'ils remplissent les cases, ils passent en phase classement. Sinon, ils sont directement éjectés. Et pour les projets qui passent en phase de classement, ils seront classés sur un critère en euros d'aide d'État par tonne de CO2 évité pour 70% de la note. Et
Cette mise en concurrence, elle est aussi accompagnée par un déplafonnement des taux d'aide. Donc, c'est-à-dire que auparavant, selon la taille des structures, vous pouviez être limité entre 20% ou 50% des surcoûts. Et à partir de ce nouvel appel à projet, l'aide demandée pourra être entre 0 et 100% des surcoûts. Et l'idée, c'est de pouvoir financer les projets qui sont environnementalement le plus efficaces et permettre aux acteurs aussi d'avoir des conditions d'aide qui sont plus intéressantes sur les projets, étant donné les surcoûts qu'on peut connaître sur l'hydrogène, notamment pour tous ceux qui achètent des véhicules. Donc voilà, donc si vous avez des questions complémentaires, etc., n'hésitez pas à passer sur le stand ADEME. On pourra y répondre avec mes collègues. On est à Evolution jusque demain après-midi, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Merci à tous pour votre écoute.